On parle beaucoup depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années au Québec de la laïcité. Quel est le lien entre la laïcité et le droit des femmes à l'égalité? Si vous vous posez la question, je vous conseille vraiment un livre qui sort aujourd'hui. Ça s'intitule « La laïcité de l'État, socle du droit des femmes à l'égalité ». C'est écrit par Maître Christiane Pelchat. Vous la connaissez bien sûr parce qu'elle a été au Conseil du statut de la femme. Elle milite maintenant pour les droits des femmes du Québec. Madame Pelchat, bonjour. Bonjour. J'aime beaucoup avoir toujours votre opinion, Christiane. On se rappelle récemment quand il y a eu ce député libéral qui voulait faire enlever le mot femme du projet de loi. Vous vous êtes insurgé en disant ça nous a pris 400 ans, 500 ans pour donner de la visibilité aux femmes. C'est pas vrai qu'on va l'enlever. Pourquoi vous publiez ce livre-là aujourd'hui? Pourquoi c'est important de parler de la laïcité en 2023? En fait, ce livre-là, c'est un recueil des procédures et de l'argumentaire que l'on a déposé à la Cour supérieure pour défendre la loi 21 et donc la laïcité de l'État. Donc, on a décidé de publier ce livre pour démocratiser, dans le fond, l'accès à tous les arguments juridiques, mais aussi aux arguments historiques que l'on soulève dans le débat sur la loi 21, pour expliquer qu'au Québec, on a fait une démarche, notamment de laïcité, de marche vers la laïcité, pour justement donner plus de droits aux femmes. Parce que la grosse contrainte pour l'égalité des sexes au Québec, c'était la religion catholique. Donc, ce livre-là se veut un recueil d'histoire, mais aussi du droit qui permet de dire que la loi 21, qui proclame la laïcité de l'État, protège le droit des femmes à l'égalité. Oui, c'est extrêmement important. Donc, j'ai lu le livre et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que vous publiez dans le livre des témoignages de parents et qui sont soit de confession ou de culture musulmane et qui sont pour la loi 21 et qui s'inquiètent du prosélytisme qu'il pourrait ou qu'il y a même déjà eu dans les classes de leurs enfants. Et ces témoignages-là sont extrêmement importants. Et pourtant, le juge Blanchard, corrigez-moi si je me trompe, les a un petit peu tassés du revers de la main. Absolument. Le juge Blanchard a aussi négligé du revers. En fait, il a tassé aussi du revers de la main l'expertise de Yolande Jeddah, féministe de l'IREF qui est décédée il y a à peu près un mois, qui a démontré que tout le lien entre les signes religieux comme le port du voile et l'infériorisation des femmes. Et les deux témoignages des parents que l'on a inclus dans le livre de confession musulmane et de culture musulmane sont venus dire, nous, on a quitté notre pays justement pour, c'est ça, exactement, pour s'affranchir de ces obstacles à l'égalité des femmes. On ne veut pas que nos enfants, ici au Québec, aient à vivre, encore une fois, ce prosélytisme-là. Et ça, ce sont des parents d'enfants québécois qui sont dans les écoles québécoises. Il y a d'autres parents qui sont venus, ça c'est 2 parents, mais il y a d'autres parents qui sont venus aussi témoigner de la même façon en disant, écoutez, pour nous, la religion, là, les enseignantes et les enseignants ne devraient pas porter de signes religieux parce que quand ils le font, ils donnent un signe à nos enfants que moi, musulmane, je ne porte pas de signe. Alors, c'est quoi? Moi, ça vient porter un jugement sur ma propre foi et mes enfants qui disent, mais pourquoi toi, maman, tu portes pas le voile alors que notre enseignante le porte, etc. Donc, c'est une forme de prosélytisme et c'est ça qu'on défend. Absolument. Puis à un moment donné, il y a le témoignage aussi d'un des parents qui dit, je sais pas si c'est une mère ou un père qui dit, sa fille s'est fait dire par une enseignante, ben tu portes pas le voile alors que tu as un nom à consonance arabo-musulmane. Quand est-ce que tu as l'intention de le mettre? Alors, si elle ne portait pas le voile, déjà la question serait absolument inacceptable, mais le fait que l'enseignante qui représente l'État québécois porte le voile quand elle dit ça à la jeune fille, c'est là que le bas blesse, c'est là que ça devient problématique et c'est ça qu'on s'est obstiné à expliquer avec la loi 21 et que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que j'aimerais que les gens lisent votre livre pour qu'ils puissent prendre
prendre pleine conscience de l'importance de ces symboles-là. Effectivement. Et là, ben, la loi, nous sommes en appel à la Cour d'appel. On attend toujours le jugement de la Cour d'appel. Donc, le jugement Blanchard est venu dire que, la clause dérogatoire s'appliquait, mais que, bon, une espèce de tournure juridique que je vous épargne parce que c'est un peu trop complexe. Oui. Mais il reste que ces arguments qu'on a soulevés sont encore bons. Et ce qu'on dit, nous, c'est qu'une fois que l'État demande aux enseignants de ne pas porter de signes religieux, on protège le droit des femmes à l'égalité parce que le voile, comme d'autres signes religieux, ce sont des signes sexistes qui disent ben, la femme doit préserver sa pudeur, elle doit préserver sa simplicité, sa modestie, des signes donc qui la mettent un peu en retrait et bien sûr sa sexualité et sa sexualité, mais donc sa possibilité de tenter les hommes, donc cacher les cheveux, etc. Donc, c'est très sexiste comme outil, et c'est ce que Yolande Jeddah dit dans son expertise. C'est un signe sexiste et misogyne. Alors, moi, j'ai voulu, avec ce livre, rendre tous les arguments disponibles, ainsi que l'expertise de Yolande Jeddah, qui est d'une grande richesse, pour que les gens se fassent une idée, qu'ils comprennent que la loi 21, d'abord, ce n'est pas seulement l'interdiction de signes religieux, c'est aussi la gestion des accommodements raisonnables, parce que ne nous leurrons pas, cette période-là, elle semble plus tranquille, mais les gens vont continuer à demander des accommodements raisonnables au nom de leur religion. Et les tribunaux nous ont dit, la Cour suprême du Canada a dit, ben, il n'y a pas de définition de c'est quoi la laïcité de l'État au Québec, comme au Canada d'ailleurs. Alors, la loi 21, c'est ce qu'elle vient faire. Elle vient encadrer et donner une définition. Et elle permet à l'État québécois de gérer aussi convenablement, dans les règles de l'art, la gestion des accommodements raisonnables, en plus de protéger le droit des femmes à l'égalité. Votre livre est très structuré et évidemment extrêmement bien argumenté puisque vous faites appel à différentes décisions en droit. On pense par exemple à la décision sur la prière au Saguenay, etc. Donc il y a toute une jurisprudence, pas juste au Québec, mais dans le reste du Canada, concernant la laïcité, que dans le reste du pays, on appelle secularism, qui est pas vraiment une traduction de la laïcité, mais enfin bon, bref. Ma seule crainte, Christiane, c'est que Monsieur et Madame Tout-le-Monde auraient besoin, selon moi, en plus de votre livre qui est excellent, d'un livre tout simple qui s'appellerait... Vous savez, il y a plein de livres, je sais pas moi, l'informatique pour les nuls, la cuisine asiatique pour les nuls. Et ce livre-là s'appellerait La laïcité pour les nuls. Et dans ce livre-là, on simplifierait vraiment à la base là, des arguments que monsieur et madame tout le monde pourrait comprendre. Parce que on se surprend même encore aujourd'hui, Christiane, à entendre des gens qui sont supposément des intellectuels, des journalistes, des commentateurs, dire des énormités et surtout des faussetés au sujet de la loi 21. Et ça me choque, Christiane. Vous avez raison, mais c'est un message qu'on pourrait lancer aussi aux gens on pourrait peut-être en parler avec le mouvement laïque québécois, justement, qui pourrait peut-être éventuellement, c'est une bonne idée, faire un dépliant ou en tout cas un pamphlet qui dise, bon, c'est quoi la laïcité à la base et le b.a.-ba de la laïcité. Je pense que je prends votre suggestion et je vais la transmettre certainement mais là où vous avez raison, c'est que les gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Et même si, bon, on a l'impression de dire, oui, mais ce que j'entends souvent aussi par plusieurs personnes, oui, mais si les femmes choisissent de porter ces signes, moi, j'ai pas de problème. Elles ont le droit de choisir de porter ces signes. Mais quand on est représentante de l'État, on ne doit pas faire de prosélytisme, point. Et nous, quand j'étais au Conseil, on a fait un avis, comme vous le savez, qui est repris dans ces Absolument. arguments-là. Dans le fond, même la loi 21 a été inspirée de cet avis-là. Mais on a interviewé des femmes musulmanes qui disaient, ben moi, j'accepterais d'enlever le voile durant mes heures de travail. Alors, donc, ce serait quoi? Parce que peut-être qu'on n'a même pas demandé à ces femmes-là ou à ces hommes qui ont des signes religieux ostentatoires pendant vos heures de travail.
Alors, Voilà. ce n'est que ça. Ce n'est pas au centre d'achat, ce n'est pas la Non, loi non. 21, C'est dans le cadre du travail. Voilà. Voilà. Dans le cadre du travail, si vous travaillez au public, pendant les heures, exactement. Donc, il y a quand même un certain nombre de clauses, en plus la clause orpheline, etc., etc. Donc, je recommande à tout le monde de lire La laïcité de l'État, socle du droit des femmes à l'égalité. Beaucoup de références juridiques, évidemment, puisque c'est le détail de votre argumentaire, mais aussi des témoignages humains qui sont importants et qu'on doit écouter. Maître Christiane Pelchat, donc femme politique québécoise, avocate et féministe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Madame Durocher.